Hello, Parfait. hello. Bonjour Chloé. Bonjour. Salut Nicolas. Vous allez bien? Bonjour à tous Hello. les 2. Bon, super. Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au personal branding et à la prospection sur LinkedIn. Alors pourquoi ces deux sujets qui ont été des milliers de fois rabâchés? Tout simplement parce que les dernières évolutions de l'algorithme LinkedIn semblent un peu remettre en cause ces deux pratiques. Enfin, dans tous les cas, la manière justement de les pratiquer. Alors c'est vrai qu'à encore quelques mois, il suffisait de publier un post qui était à peu près bien optimisé pour obtenir 5 000, 10 000, 15 000 vues. Et donc, voilà, il suffisait de publier, allez, 5, 6 posts par mois pour obtenir 100 000 vues sur LinkedIn. Alors, ça faisait vraiment d'ailleurs la spécificité, je ne sais pas ce que tu en penses, Chloé, mais de LinkedIn, hein, c'est que LinkedIn est un Carrément. gros pourvoyeur de visibilité gratuite, hein, ce qu'on appelle le reach organique. Donc, on n'avait pas besoin de payer, de faire de la publicité pour être véritablement visible. Aujourd'hui, l'algorithme est beaucoup plus restrictif. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser justement la question de ce fameux personal branding. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir du temps? Et on voit donc qu'avec cet algo qui est plus restrictif, finalement, ça des gros créateurs, hein, de contenu qui vont publier plusieurs fois par jour pour obtenir la visibilité qu'on pouvait obtenir avec quelques posts par semaine ou par mois. Donc énormément de publications qui sont en plus un peu tout le temps sur le même format, alors Mmh. du type voilà, comment j'arrive à générer, je sais pas quoi, 10 000 € par mois sur LinkedIn, à moins de 16 ans, et je vous donne la recette, et si vous l'appliquez pas, c'est que vraiment vous êtes ringard, ou des posts avec des selfies, et cetera, et cetera. Donc voilà, donc le game a changé. Donc on va voir avec toi, hein, c'est vrai, véritablement sur le personal branding qu'on va s'intéresser, voir un peu comment on peut aujourd'hui tirer notre épingle du jeu. Et ensuite, donc deuxième partie, hein, qu'on abordera essentiellement avec Nicolas, la prospection sur LinkedIn. Donc là aussi, on voit que depuis quelques mois, il y a quand même une accélération de l'automatisation des démarches commerciales sur LinkedIn. On recevait, allez, on va dire 2, 3 messages de prospection par semaine, c'était parfaitement gérable. Aujourd'hui, c'est, allez, 2, 3, voire beaucoup plus messages par jour. Et donc, comment arriver finalement à se rendre visible et à être efficace? Et est-ce que c'est toujours d'ailleurs possible de l'être en automatisant sa démarche sur LinkedIn? Voilà, donc j'ai campé le sujet. Je vous laisse rapidement vous présenter. Allez, Chloé, à toi. Ouais, merci. Alors moi, je suis Chloé Chex, donc responsable de l'agence, Linkforce. Linkforce, c'est une agence de social selling. Donc on fait tout ce qui est, on est expert LinkedIn, expert B2B, et on fait tout ce qui est, acquisition client et surtout augmentation de la notoriété et de la visibilité au travers de LinkedIn. Donc je vais pouvoir répondre, à tes quelques questions et aux questions que beaucoup de monde se pose parce que, c'est légitime, hein, comme tous les réseaux. LinkedIn, il y avait une vraie place à prendre il y a quelques années et puis maintenant, on se pose la question. Donc je vais pouvoir y répondre, aujourd'hui avec plaisir. Super, trop bien. Merci. Nicolas? Bonjour à tous. Merci Stéphane, merci Chloé. Je suis ravi d'être là avec vous. Moi, je suis directeur des opérations chez Magids. Donc, chez Magids, on édite une plateforme SaaS, donc une plateforme web, qui permet de créer des campagnes d'acquisition, de prospection, de fidélisation. Bien sûr, ça dépend de l'objectif qu'on veut en faire. Et nous, on va travailler en B2B. Donc, en fait, on va utiliser plusieurs canaux qui sont à notre disposition. Donc, en fait, c'est des canaux qui permettent de toucher les destinataires. Donc, parmi les canaux qu'on utilise le plus, il y a bien sûr la partie email, il y a la partie LinkedIn. Et donc, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la partie LinkedIn parce que, oui, la prospection sur LinkedIn, ça fonctionne toujours, mais pas n'importe quoi. Bien Super, dit. voilà, merci. Allez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai annoncé, hein, la couleur, un algorithme de plus en plus restrictif en termes de visibilité, des créateurs qui semblent un peu truster finalement les positions Carrément. sur LinkedIn. Donc, Chloé, est-ce que ce fameux personal branding vaut toujours le coup à l'heure actuelle? OK. Ouais, c'est une vraie question et c'est une question que j'entends, très, très souvent, dans mon quotidien. En fait, il y a 2 choses. Il y a déjà le fait de se dire que, comme
tous les réseaux sociaux, hein, LinkedIn a eu le vent en poupe, voilà, tout le monde a compris comment ça marchait, les perfs, elles étaient, «hyper faciles» entre guillemets à avoir, donc ça a créé un petit peu, l'émeute. Donc en effet, aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs de contenu, qui en ont fait, clairement leur business. Bon, premièrement, il faut se dire que, ils ont pas du temps à perdre, donc c'est la preuve que ça marche s'ils le font, sinon ils le feraient pas. Hem Donc ça marche. Maintenant, si on creuse, tous les profils, qui créent, très régulièrement du contenu, finalement, on se rend compte très vite que c'est, soit des freelances, soit en tout cas des profils qui sont dans des agences de marketing, de com et ce genre de choses. Donc la réponse, c'est que j'ai envie de dire pour ce type de profil, évidemment, à aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a quelques années. Il y a même quelques mois, parce que ça va très vite. Il y a une course au like, il y a une course, aux dons de ressources comme les livres blancs, donc ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, c'est assez chronophage. Et donc du coup, il va falloir beaucoup de temps et d'investissement pour, pour réussir à se faire une place sur ce secteur, qui est, le marketing, la com et cetera. Mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres métiers et qu'on constate qu'il y a une vraie place à prendre sur tous les autres métiers. Hem, Déployer du coup, j'ai envie de dire une stratégie de personal branding, sur, j'ai envie de dire des thématiques, du retail, de l'industrie et cetera, ça reste encore hyper pertinent puisque, je ne sais pas si vous avez en tête, mais par exemple, si je vous demande, un profil, dans l'industrie qui est aujourd'hui une référence sur LinkedIn, moi personnellement, j'en ai pas. Voilà. Moi non plus. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une place à prendre. Donc j'ai envie de dire, ça va dépendre du secteur d'activité. Cette stratégie de personal branding, elle va être hyper pertinente à partir du moment où on est dans un secteur d'activité un peu différenciant que ce qu'on voit, à aujourd'hui. Hem Et donc, il y a un petit indicateur qui peut nous aider à savoir si c'est pertinent. Aujourd'hui, il y a LinkedIn qui, donne, ce qu'on appelle, le Social Selling Index. Donc c'est un indicateur, qui, en fait, mesure, la puissance d'un profil. Et dans ces critères, ces KPIs-là du SSI, donc du Social Selling Index, il y a ce qu'on appelle, un pourcentage, pour savoir si on est, dans le top des professionnels de son secteur d'activité. Et donc cet indicateur-là, il nous permet très facilement de voir si, le marché est saturé, ou pas et de voir si du coup, il va être possible de prendre un peu le lead, sur son secteur. Donc, voilà, pour répondre, ma réponse est un peu longue, mais j'ai envie de dire, ça va dépendre du secteur d'activité. Mais du coup, pour la plupart des secteurs, ça reste encore hyper pertinent et c'est maintenant encore. Ouais. OK. Allez, justement une question, on parle quand même, essentiellement de commerce, hein, de prospection aujourd'hui. Bon, moi, je vois beaucoup d'invitations avec dans le titre, commercial. J'ai aujourd'hui tendance à les refuser parce que, allez, 2 fois sur 3 et encore je suis gentil, On c'est les on est esquive plus les proche commerciaux. de 3 fois sur 3, on accepte et puis, voilà 24 heures après, boum, 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 ça y est, on voit la grosse séquence automatisée, de prospection, nous arriver dans notre, message privé. Donc voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours pertinent finalement de dire, de déclarer qu'on est commercial, dans son profil? Ouais. En fait, il y a déjà l'optimisation du profil, c'est devenu un vrai casse-tête. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, il faut faire une optimisation, sur mesure. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais pas prendre le temps de rappeler, tous les fondamentaux d'une optimisation de profil puisque finalement, il y a pas de règle et c'est plus une stratégie, un peu sur mesure. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est je pense qu'il ne faut pas cacher qui on est et quel rôle on a, dans l'entreprise. Par contre, il y a une notion de peut-être changer l'approche. Typiquement, moi, aujourd'hui, mon rôle au sein de Linkforce, je suis business developer, donc je suis commerciale. Mais en fait, après tout, je me considère pas comme une commerciale. Aujourd'hui, les commerciaux d'aujourd'hui, déjà, c'est des community managers, 3.0 ils doivent vachement se digitaliser. Mais c'est surtout des consultants. C'est des personnes auprès de qui on va chercher des explications ou avec qui on va chercher du conseil. Donc la première option, ce serait de se dire que tous les profils, commerciaux, ne serait-ce que psychologiquement, changer le titre et ne plus, les appeler des commerciaux, mais plutôt des consultants. Déjà ça change et ça montre une volonté de vraiment, d'aider sur les points de douleur, de sa cible. Donc il y a cette première option. Et après, de façon beaucoup plus factuelle, si, on est vraiment attaché, à ce titre, de commercial, il y a la possibilité de le mettre dans son expérience, sur le profil, mais pas sur le titre. Et ça change la donne parce qu'aujourd'hui, quand on prend la parole sur LinkedIn ou même qu'on va ajouter quelqu'un, les premières choses qu'on voit, c'est le nom, prénom et le titre.
Donc l'essentiel, si on veut conserver son titre de commercial, c'est en tout cas que ça n'apparaisse pas sur le titre. Et le titre, là, ce qui est le plus intelligent de faire, évidemment, c'est de mettre en avant, le point de douleur auquel on répond. Parce qu'au moins, de façon très factuelle, soit la personne, elle est intéressée et du coup, elle accepte l'invitation et ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant, soit elle est pas intéressée et elle refuse, mais au moins, bah, même nous, on perd pas notre temps. Donc voilà, il y a ces deux stratégies. Moi, personnellement, j'opte pour la version 1 parce que je trouve que c'est beaucoup plus humain de se positionner comme consultant, mais voilà, les 2 sont possibles. OK. Alors, tu as dit quelque chose de très, intéressant. Finalement, le commercial, c'est une sorte de community manager, 2.0. Donc est-ce qu'il faut on a parlé aussi de ces gros créateurs, hein, qui ont fait finalement de cette plateforme LinkedIn leur core business. On peut s'en inspirer de ces créateurs, parce que Alors, moi je suis commercial, hein, très, crûment. Je suis pas attendu sur le nombre de posts que j'ai, publiés. Je suis mmh. attendu sur, effectivement les résultats commerciaux que j'obtiens sur les ventes. Donc, est-ce que je dois véritablement, bah, consacrer du temps sur LinkedIn et m'inspirer de ces gros créateurs? Oui et non. En fait, la qualité prime sur la quantité. En vrai, aujourd'hui, quand on fait un focus sur, la fréquence de publication, certes, ça va jouer sur l'algorithme. Mais si c'est pour, finalement faire des contenus qui ne seront pas diffusés et que ça demande du temps, ça n'a juste pas d'intérêt. Donc l'idée, c'est de se dire déjà, la qualité, prime, donc il vaut mieux partager moins, mais partager de façon, plus intelligente. Après s'inspirer des influenceurs LinkedIn, j'ai envie de dire, oui et non. C'est-à-dire qu'eux, ils ont très bien compris les codes de l'algorithme, ce qui permet d'être correctement diffusé. Maintenant, c'est un peu too much, ça c'est mon avis. C'est-à-dire que, les accroches un peu, voilà, je gagne 10 000 € en travaillant 3 heures par mois et cetera. Ça, c'est fini, il faut arrêter. Heu, c'est mon avis personnel, mais par Ouais. contre, aujourd'hui, dans les secteurs surtout, qui sont, en voie de développement sur LinkedIn, comme, ceux que j'ai évoqués auparavant, ce qui va être intéressant, c'est de mêler, du contenu avec de la forte valeur ajoutée, où vraiment il y a de l'expertise, tout en respectant, les codes de LinkedIn un peu, à la cool, disruptifs et cetera. Donc ce que je conseille, c'est de faire moins de posts, mais d'en faire des plus qualitatifs et attention, qualitatif ne veut pas dire post, expertise plus, plus, ça doit apporter de la valeur, mais sur un ton quand même, décontracté et c'est ce mixte de contenu à chaleur ajoutée qu'on appelle chez nous. C'est du contenu un petit peu humain, sympa, simple, accessible à tout le monde, mais qui apporte un fond, en fait, avec de la valeur, qui va permettre d'avoir une bonne diffusion et si on fait ce genre de post, même, 1 fois toutes les 2 semaines, ce sera bien plus pertinent que de faire 3 posts par semaine, voilà. OK, donc ce que tu dis, reste des secteurs finalement qui sont pas encore, ultra concurrentiels sur LinkedIn, donc il Exactement. faut en profiter. Pas besoin d'aller, se prendre des selfies, mais plutôt jouer sur de l'expertise, sur de la qualité. Tout à Bon, fait. et malgré tout, donc ça devrait encore fonctionner, même si, on a quand même une baisse du reach, hein? On a une baisse du reach, ça c'est net, bah, parce que, le réseau est de plus en plus saturé. Maintenant, faut pas avoir peur de faire du contenu à chaleur ajoutée. Le contenu à chaleur ajoutée, c'est pas forcément, comme tu l'as très justement dit, se prendre en selfie ou prendre son plat du midi, en repas business, mais c'est plus ne pas avoir peur de montrer qui on est au travers de ses valeurs, de ses engagements, des success stories, ces choses beaucoup plus humaines que de la forte chaleur ajoutée et puis Ouais. après, c'est un mix de tout ça. Si on se positionne sur des secteurs qui sont encore, à prendre, ouais, carrément. OK. Donc apporter de l'expertise, l'apporter de manière, humaine, hein, donc éviter C'est finalement les ça, postes trop, à caractère trop corporate, hein. C'est, l'indique exactement. qu'on est quand même un individu et c'est à nous de s'engager. Tu as d'autres tips là pour, optimiser son personal branding? Donc on a parlé du titre, hein, notamment quand on est commercial, donc tu voilà, déjà une bonne, 1re indication. Il y a d'autres facteurs qui sont, aujourd'hui essentiels et qu'il faut, absolument, traiter? Ouais, quelque chose qu'on sous-estime, qui est pas beaucoup fait et qui pourtant, auprès de l'algorithme nous permet vraiment de faire un beau, glow up, c'est la partie engagement.
La partie engagement, elle est hyper importante. J'ai envie de dire qu'un commercial qui a pas le temps de créer du contenu ou qui n'est pas inspiré ou voilà, qui se sent pas en mesure, il peut aussi opter pour l'option engagement. Quand je parle d'engagement, c'est faire des commentaires un peu à droite à gauche, faire des likes, être actif en fait, dynamiser son profil avec une activité régulière, en voilà, tout simplement en soutenant dans son secteur d'activité, des publications, likes, les commentaires aussi, ils ont un fort impact. Je ne sais pas si, vous avez déjà fait attention dans l'actualité, quelqu'un qui met un commentaire, il est mis en a son profil est mis en avant parce qu'on voit, par exemple, ben, Stéphane a commenté, telle publication et on voit le commentaire en dessous qui est mis en avant. Donc aujourd'hui, les profils, au-delà du fait de créer du contenu, ils ont, la possibilité de simplement engager et de faire vivre leur contenu et de gagner en visibilité. Donc ça, c'est une très bonne pratique, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise sur la partie création de contenu et qui Ouais. permet, voilà, d'augmenter, le reach. Ouais, OK. Bon, je fais une petite, parenthèse, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, à Chloé et puis tout à l'heure à Nicolas. On est là pour, y répondre justement. Alors, du coup, malgré tout enfin, à t'entendre parler, je me dis, bon, publication de contenu, également être actif à travers les commentaires, les likes, se rendre visible. Bon, tout ça, ça demande quand même malgré tout du temps. Comment on s'organise là quand je suis commercial pour pas non plus y passer ces journées et devenir Plusieurs choses. improductif pour le reste. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a toute la partie, classique, hein, organisation, planifiée à l'avance. Hem, Basiquement, on peut très bien consacrer 1 à 2 heures, par semaine pour la planification, la création, Ouais, hem, gérer ses infographies et cetera. Hem Il y a beaucoup d'outils, d'automatisation. Il y a même sur LinkedIn la possibilité de programmer, ses posts LinkedIn, hein, donc on peut très bien, s'appuyer sur ça, pour gagner du temps et se libérer surtout, sur la charge mentale, pour le reste de la semaine. Hem et puis c'est surtout, qualité first. Donc voilà, on se book, 1 à 2 heures par semaine. C'est pas ça qui va faire, une grosse différence, sur le sur business le d'un planning. commercial. Ouais. Exactement. Il se planifie, ses quelques posts dans le mois. Il utilise les outils automatisés pour les programmer et puis après, j'ai envie de dire, même 10 minutes par jour, où on met un petit commentaire, quelques likes, ça va suffire pour tout simplement rendre le profil, actif. Donc ça, c'est en termes d'organisation, comment Donc comment je vois globalement, la chose. on compte, allez 2 heures par semaine qu'on va, découper, sur les cinq Exactement, 5 jours ouvrés, on va dire, voire le week-end si on a envie de bosser le week-end. c'est Une ça. ques une question intéressante de Stéphane, on parle inbound ou outbound? Mmh. Tout l'objet, de notre échange aujourd'hui. Les 2. Les 2 en fait. Il y a une vraie synergie entre les 2, c'est-à-dire que, moi, ma partie communication, elle va permettre, bah, potentiellement d'acquérir des nouvelles personnes parce qu'on va gagner de la visibilité, mais elle va aussi permettre, de travailler dans le temps, toutes les personnes qui nous connaissent déjà. Hem et donc, bah, c'est la transition toute faite avec, Nicolas où, par exemple, la communication, elle va travailler tout le réseau, mais le réseau, il faut le grossir de façon qualitative, de façon constructive, de façon stratégique et donc Nicolas qui va lui faire sa prospection, moi je vais l'aider à travailler dans le temps toutes ces personnes-là. Donc Donc on voit bien un rapprochement finalement «marketing» entre guillemets, commerce, on doit travailler main dans la main pour produire le contenu, faire de l'inbound, complètement, on va dire en termes de marketing et puis, finalement complètement. faire de l'outbound avec les bons contenus qu'on a pu, générer. Donc personal branding, allez pour résumer, on va dire que c'est plutôt inbound et puis, de la prospection, forcément C'est ça, ça va être, outbound marketing. OK. exactement. Bon, on peut pas y échapper, hein, donc je vais, te poser la question de celle de l'IA générative avec, notamment ChatGPT. Est-ce que d'après toi, on peut utiliser et j'ai cru d'ailleurs voir, passer, l'information comme quoi, LinkedIn va rajouter, de Exactement. l'IA pour créer ces posts. Donc est-ce que c'est opportun, hein, justement de s'appuyer sur de l'IA pour créer des posts? Ouais. Et en corollaire, est-ce que tu as pas peur que finalement ça va être encore plus, de quantité qu'aujourd'hui? Parce que, si finalement, tout le monde peut créer 10 posts par jour, très, très facilement, donc ça risque, voilà, on C'est risque clair. d'être encore plus immergé de enfin,
inondé de posts qu'aujourd'hui. Et donc, pour le coup, comment rester, encore une fois, visible Ouais. dans cet immense océan rouge? Bah, ce serait faire l'autruche de dire: «Non, ça sert à rien, surtout pas» et cetera. Non, clairement, c'est un outil hyper intéressant, hyper enrichissant. Mais il faut savoir l'exploiter, c'est toujours pareil et c'est ce qui se répète déjà depuis quelques mois. Moi, j'ai envie de dire, utiliser l'IA pour de la création de contenu, oui, carrément, parce qu'on a déjà tous passé, 3 heures, sur un post à se prendre la tête à le rédiger pour faire 300 impressions. Ah et là, c'est les boules. Donc du coup, oui, l'IA, elle va permettre, d'être plus efficace, de gagner du temps. Après, publier, ben, typiquement, 3 contenus par jour grâce à l'IA, ça va pas nous faire nous démarquer. Parce qu'en fait, l'IA, à un moment donné, elle ressort ce qu'elle, trouve, sur internet et c'est toujours les mêmes choses. Ce qui va nous différencier, c'est l'humain, c'est nous-mêmes, c'est nos valeurs, c'est nos expériences, c'est notre quotidien. Donc, exploiter l'IA, oui, carrément. À 100 et faire du copier-coller, non. Et donc c'est là où ça devient intéressant, ça nous fait gagner du temps, mais il faut après en ajouter quand même du temps pour retravailler ce contenu et le rendre plus humain, plus personnalisé aussi au travers de sa façon de voir les choses. Et donc ben, finalement, ça va pas forcément nous permettre de faire, plus de contenu parce que le travail, il doit quand même être présent. Ou alors ceux qui, comme tu le disais, vont pouvoir publier beaucoup plus et ça va encore plus saturer, ça fera pas évoluer leur profil parce que, ben, ils vont se noyer dans de la masse finalement. OK. Et voilà, et donc l'axe de différenciation, ce sera justement ceux qui exploitent de moins en moins l'IA et qui creusent un petit peu plus de façon personnelle. OK, donc il faut aller de plus en plus vers de la qualité finalement pour aller, Exactement. contrebalancer la quantité qui se profile. Allez, deux questions, je te demande des réponses courtes parce que je vois Nicolas ronger son frein. La 1re finalement, est-ce que, en termes de personal branding, est-ce que, il y a, comment dirais-je? Un besoin de qualité aussi par rapport à son réseau? Je veux dire par là, si on commence à accepter tout le monde, finalement, bah, c'est possiblement des personnes qui vont pas s'intéresser à nos publications, donc Mmh. on va avoir un engagement moins bon. Quel est ton avis là-dessus? Oui, c'est clair. Il faut un réseau qualitatif, parce que, l'algorithme, il clairement, en fait, c'est des indicateurs pour lui. Si on a un réseau de 10 000 personnes et qu'on a, 3 likes et un commentaire, il va se dire que notre contenu n'est pas de qualité, que ça intéresse pas et donc du coup, il va avoir tendance pour les prochains à l'enfouir. En revanche, on a un très bon taux, d'engagement. À ce moment-là, on va être, davantage diffusé. Donc ça a clairement un rapport, ouais. Ouais. Alors, bah, très rapidement, Christiana, oui, il y aura un replay, donc vous le recevrez Oui. par email comme il se doit. Et puis une très rapide question également de Marie-Laure, qui, parle du repartage d'un post. Est-ce que ça donne également de la visibilité, le repartage? Non. Voilà, désolée, c'est hyper pratique, ça fait gagner du temps, mais non. Non, pourquoi? Très simple. Le LinkedIn, c'est une entreprise. LinkedIn, son rôle, enfin, on le voit, hein, LinkedIn, vit parce qu'il y a des créateurs de contenu. Demain, il n'y a plus aucun créateur de contenu, l'actualité se vide et tout le monde quitte la plateforme puisque ça n'apporte plus rien. Donc, l'algorithme va valoriser les créateurs de contenu et à l'inverse, il va pas forcément accorder d'importance à ceux qui ne font que copier-coller et cetera. Donc, il vaut mieux même en natif copier et coller un contenu, même si c'est pas les meilleures pratiques, que en tout cas de repartager puisque du coup, l'algorithme va considérer qu'on a nous-mêmes créé le contenu. OK, donc le repartage est, bénéfique pour la personne qui a publié, le post original. Par contre, c'est absolument aucun intérêt pour la personne qui repartage. Exactement, OK. Allez, bah, merci, Chloé. On va passer avec à la plaisir. deuxième partie avec Nicolas. Donc en introduction, hein, je disais on est soumis de plus en plus à de l'automatisation et donc à une forme un peu de sursollicitation, un petit peu ce qu'on a, vu aussi, apparaître, avec les emails il y a déjà plusieurs années. Bon, on retrouve un peu la même tendance aujourd'hui dans notre messagerie privée, sur LinkedIn. Donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça vaut toujours le coup à la fois de prospecter sur LinkedIn et d'automatiser sa prospection? Non, Stéphane, il n'y a plus rien à faire. Bon, merci. Non, non, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. Il y a plein de modèles qui fonctionnent encore vraiment bien. Et en fait, je pense que comment dire, tout est une histoire de stratégie. Et finalement, en fait, quand on regarde un petit peu historiquement ce que les gens ont fait avec l'email,
En fait, quand on regarde les stratégies email, il y a deux grosses tendances. C'est soit je prends contact de façon one-to-one avec l'interlocuteur que je vais vouloir, et donc je vais avoir une prise de contact directe, soit je rentre en fait dans une mécanique de newsletter, c'est-à-dire que je vais renvoyer une actualité. En fait, je vais faire travailler la notoriété de mon entreprise auprès d'une base qui me connaît déjà. En fait, tout ce qu'a dit Chloé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on va publier des posts, en fait, on va apparaître aux yeux de notre communauté, donc on va faire vivre notre marque et en fait, tout ce qu'on a envie de pousser auprès de ces personnes-là. Donc ça climate plutôt à une stratégie entre guillemets newsletter. Évidemment, il y a des différences, mais c'est un peu pour grossir le trait. Et puis, en face de ça, il y a effectivement la prise de contact directe sur LinkedIn qui est un petit peu similaire à la prise de contact direct par email. Et finalement, en fait, à partir du moment où je suis en face d'une stratégie qui est un peu saturée, le meilleur moyen de s'en sortir un petit peu, c'est de rechercher des sentiers un peu moins parcourus, des choses finalement où la stratégie est un petit peu différente. Et tout de suite, en fait, je vais retrouver les performances que j'avais il y a quelques années sur ce type de problématiques. Et du coup, en fait, il faut juste se dire, LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, par définition, je vais avoir accès, donc moi-même, je vais parler à quelqu'un en face de moi, mais je vais pas forcément. Alors, c'est évidemment un réseau social à destination professionnelle, donc je vais venir avec ma casquette de professionnel, mais avant tout, et je vais lui parler en tant qu'humain à cette personne. Et ce qui est super intéressant sur LinkedIn, c'est que finalement, en fait, on va avoir une masse d'informations énorme. Et cette masse d'informations, on va finalement pouvoir s'en servir de façon, en fait, à pouvoir aller chercher des gens et cibler des personnes sur un point commun avec nous. Alors, je vous prends des exemples assez simples. C'est tout de suite, si je vais chercher des gens qui sont dans ma même zone de localisation, enfin, qui sont proches de chez moi, je vais pouvoir avoir une fibre un peu plus locale et tout de suite, en fait, je vais toucher des gens et je vais avoir un retour qui va être plus important que si je vais chercher des gens qui sont un peu partout parce que je vais avoir ce point commun avec cette personne-là. Je vais pouvoir aller chercher des gens qui ont fait la même école que moi. Je vais pouvoir aller chercher des gens qui étaient déjà dans une entreprise où j'ai fait aussi mes premières années. Donc, en fait, il y a plein d'exemples sur lesquels on va pouvoir jouer de façon à avoir en fait une cible qui est beaucoup plus précise et avec lesquelles on va avoir des points communs. Et à partir de ce moment-là, si effectivement j'aborde cette personne-là avec un point commun, et tout de suite, en fait, je vais avoir un retour qui est plus intéressant. Et en fait, je fais souvent le parallèle de vous voyez, vous arrivez dans un bâtiment où on connaît personne, on va se retrouver dans l'ascenseur avec une personne. Et en fait, tout de suite, si j'ai envie d'aborder cette personne-là pour lui parler, déjà, c'est plus simple si effectivement je suis à quelques kilomètres de chez moi, si j'ai fait la même école, si c'est une entreprise que je connais, etc. Je vais forcément avoir ce point commun-là. Et surtout, le plus important, c'est que quand je vais aborder cette personne-là, je ne vais pas lui dire bonjour, je suis Nicolas, je travaille chez Magilite, vous voudriez utiliser Magilite, ça coûte tant. Je ne vais pas du tout lui parler de ça. Je ne vais pas avoir une première approche qui va être une approche commerciale. En fait, je vais avoir une première approche qui est une approche complètement, assez soft. Je vais simplement me présenter auprès de cette personne. Je vais lui dire, voilà, moi, je fais ça dans la vie, c'est ça mon activité. Je m'y connais bien là-dedans, un peu moins bien là-dedans, etc. Et forcément, si effectivement ça a un écho auprès de cette personne, ça va créer en fait une conversation assez naturelle. Et en fait, il faut réussir à reproduire ça dans le réseau de façon en fait lorsque je vais venir parler de façon personnelle avec quelqu'un, je ne suis pas là pour lui vendre quelque chose. De toute façon, on ne vend jamais quelque chose à partir d'un premier message, ainsi de suite. Je suis simplement là pour détecter si effectivement ce que je fais, ça peut avoir un intérêt auprès de cette personne-là. Et je pense que c'est ça le gros enjeu aujourd'hui. Quand je dis sortir des sentiers un peu battus, c'est vraiment sortir des premières prises de contact qui sont, entre guillemets, commercialement un peu agressives, ou en tout cas, on arrive avec nos gros sabots et on va duper personne, on arrive là pour vendre quelque chose, ça forcément, en fait, c'est même, si on se pose même la question avec un peu de hauteur, c'est même étonnant que ça ait fonctionné un moment. Voilà. Ouais. OK. Alors justement, on retrouve un peu l'aspect community manager 2.0 dont parlait, Chloé il y a un instant. Donc avoir une démarche qui soit très notamment au départ, hein, qui soit finalement portée sur l'expertise. C'est plus, tiens, voilà, je vois que tu fais ça, donc je peux t'aider, à solutionner tel problème. C'est ça le point Exactement. Mais en de. fait, après, exactement. Et après, en fait, il faut réussir un peu à poser sur papier la stratégie qu'on va vouloir poursuivre. Et ce que disait Chloé était hyper intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en fait, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir, disséquer plusieurs stratégies possibles. Une stratégie à laquelle peu de personnes pensent sur LinkedIn, c'est en fait simplement la stratégie, entre guillemets, de fidélisation. Alors là, on est un peu hors de l'acquisition, mais nous, on a des clients qui nous disent, je viens connecter les comptes des commerciaux, les comptes LinkedIn des commerciaux sur la plateforme et je vais Carrément. simplement rentrer en relation avec mes clients, en fait, avec les clients de mes sales. Et en fait, ça permet d'avoir une proximité qui est assez importante du sales directement vers son interlocuteur qui est son client. Ça permet aussi
en cas de besoin, en cas de SAV, de fluidifier les échanges et de ne pas passer par un formulaire qui est assez peu personnalisé. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est une stratégie qui est complètement, qui est un peu hors du scope sur LinkedIn, dont personne ne pense. Et finalement, en fait, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, qui apporte beaucoup de valeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière, le couplet avec tout ce que disait Chloé juste avant, c'est que si les commerciaux eux-mêmes ont une stratégie de contenu qui est une stratégie de contenu qualitative, bah derrière, on a tout gagné. Parce qu'effectivement, on va être là de façon personnalisée auprès du client pour répondre à son besoin et pour avoir une relation un peu plus, comment dire, précise, un peu plus personnalisée. Et en plus de ça, on va réapparaître à ses yeux toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, toutes les semaines, avec quelque chose de qualitatif. Et il se dit, bah, effectivement, je suis au bon endroit. Donc, cette stratégie-là, elle est très intéressante. Et c'est une stratégie à laquelle on ne pense pas forcément Ouais. et qui est un petit peu hors des sentiers battus. Et Ouais. puis, oui, Ouais. je te laisse réagir. Ouais, Ouais. ouais, donc, en fait, intéressant. Donc, tu veux dire aussi par là que finalement, tiens, j'ai produit un contenu que je vais publier via le post. Hein, donc là, je tente de faire de la visibilité auprès de, bah, je sais pas trop qui, hein, d'ailleurs, parce que ça va être des likes. Éventuellement, quand on a des commentaires, on sait qui a commenté, mais ceux qui ont vu, c'est déjà plus compliqué. Et finalement, se dire, bah, tiens, ce contenu, il est intéressant puisque je l'ai publié sur mon profil, peut-être l'adresser à 10, 15, 20 de mes contacts parce que je sais que ce sujet-là les intéresse et là, je peux le partager via du message privé. Exactement, par Ouais, par exemple. exemple. Ouais, Par exemple, Bah, ça, ç c'est une ça me fait stratégie chouette. souvent, moi, ce que j'aime bien pour illustrer, c'est vraiment se dire, projeter en digital ce qu'on fait dans la vraie vie. Typiquement, je grossis les traits, mais plutôt que le commercial aille dépenser son essence, son péage, aille faire le tour de toute ça n'empêche qu'à un moment donné, il faut le faire, hein, faut pas bien effacer sûr, ouais. l'humain. Mais, bah, peut-être que du coup, on va moins le faire parce qu'on va pouvoir garder le contact avec son client grâce à LinkedIn, en lui donnant du contenu en message privé, comme un système de newsletter un petit peu avec de la création de contenu. Ça Ouais. permet en fait de garder le lien avec son client et ça digitalise un petit peu cette approche, humaine que le commercial doit garder quand même avec son client. Ouais, ouais, puis on retrouve aussi l'aspect, expertise dont tu parlais tout à l'heure, hein, donc même le faire auprès de prospects. Bah, tiens, monsieur le prospect, on a un super e-book, je te l'offre, et voilà, il y a plein de valeurs et puis je suis prêt à en discuter ou à répondre à tes questions et c'est vrai que ça permet aussi souvent de briser la glace. Alors, tu disais Nicolas un point intéressant, des critères finalement de proximité, hein, donc je suis, marseillais, je vais, prospecter à Marseille, bah, finalement, tiens, premier message, et bah, tiens, je t'invite au prochain match Marseille PSG. Là, j'imagine que ça marche très très bien. Est-ce qu'on peut aussi se servir de LinkedIn pour avoir d'autres critères hein, qui sont moins des critères de proximité, mais des, on va dire des intentions d'achat. Tiens, je vois que telle personne commente sur tel sujet. Est-ce que là, pour le coup, bah, c'est une opportunité pour moi de prendre la parole et de dire, bah, tiens, j'ai vu que tu avais commenté le post de Chloé sur tel ou tel sujet, bah, sache que nous, on fait des choses intéressantes sur ce sujet. Est-ce que c'est des pratiques qu'on Ouais, ouais, peut exactement, opérer? complètement, Stéphane. Et c'est exactement ce que je mets dans tous les critères différenciants qu'on va pouvoir trouver sur LinkedIn. Donc, effectivement, tu prenais l'exemple des critères de proximité, donc la localisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'école, l'entreprise, etc. Mais bien sûr, on va pouvoir aussi, en fait, sur le même ordre, sur le même état d'esprit, on va pouvoir se baser sur des actes, comment dire, des actions qui ont été faites sur LinkedIn. Donc, une personne qui publie un post, qui like un post, qui commente un post, une personne qui participe à un événement X ou Y sur LinkedIn, une Ouais, personne qui vient de changer de poste. En fait, tout ça, ce sont autant en fait d'indicateurs dont on va pouvoir se servir pour venir, comment dire, pour venir discuter et aborder la personne au bon moment. Et en fait, ça, c'est effectivement la mine d'or de LinkedIn, c'est-à-dire que quand on fait de l'email, typiquement, bah, c'est très difficile de détecter ça. On a notre base qui est un peu plus fixe. Sur LinkedIn, il y a tellement d'informations en fait qui tournent qu'on peut vraiment créer des critères très dynamiques lors de notre ciblage et finalement en fait rentrer en contact avec ces personnes-là sous cet angle-là. Et à chaque fois, on voit des performances qui sont meilleures à partir du moment où on respecte un petit peu ok. ce genre de Donc c'est ciblage. ce que moi c'est ce que j'appelle les intent data hein, ou des data Exactement. d'intention. On peut automatiser ça. Et c'est quoi d'ailleurs la différence, alors on va parler un peu technique là, entre les intent data et les triggers? Alors, bon, moi, la différence que j'en fais, c'est effectivement les intent data. C'est du coup, comment dire, c'est une information qui nous est donnée par une action de la personne qu'elle va réaliser elle-même sur le réseau. Donc, effectivement, je suis telle entreprise, je suis dans tel groupe, je viens de liker telle entreprise, etc. Ou Mhm. tel poste, bah, ça va nous donner une indication tout de suite, une indication réelle. Alors, la différence que je fais un petit peu par rapport au trigger, c'est que le trigger, en fait, pour moi, c'est simplement un événement qui va déclencher la suite de notre séquence lorsqu'on va aborder la personne.
Et donc, effectivement, si la personne accepte mon invitation LinkedIn, à ce moment-là, c'est mon trigger qui va déclencher la suite. Mais en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut compléter l'un et l'autre. C'est-à-dire que il faut se servir de l'intent data pour créer sa cible et créer en fait un fichier très précis. Et après, les triggers, au moment du déclenchement de notre scénarisation, en fait, eux, ils vont venir faire leur travail et en fait, ils vont venir tout simplement projeter la suite de notre séquence. Mais du coup, au moment de la création de la cible, moi, je vais plutôt utiliser les intent data à ce moment-là. Et après, mon trigger, c'est-à-dire que je vais créer derrière mes séquences d'automatisation de prise de contact sur LinkedIn en disant, effectivement, à partir du moment où la personne accepte mon invitation, à partir du moment où la personne a visité mon profil, à partir du moment où la personne vient de publier un post, etc., à ce moment-là, en fait, ça va déclencher la suite de ma séquence. OK, donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à faire de la personnalisation, qui soit véritablement efficace, hein. Quand on parle aujourd'hui de personnalisation, c'est pas, «Bonjour Chloé», c'est que c'est véritablement: «Tiens, voilà, je vois que Chloé s'intéresse à tel sujet, je suis pertinent pour m'exprimer sur ce sujet, donc je peux lancer, une séquence automatisée». C'est exactement ça. C'est-à-dire que, et ça fait encore une fois écho à ce que disait Chloé tout à l'heure, on peut très bien faire une stratégie qui est un peu plus massive. Mais à ce moment-là, on va pas faire on va pas faire une stratégie de prise de contact direct. On va poursuivre une stratégie de je fais grossir mon réseau. Et là, effectivement, tout le jeu de la publication des posts derrière va faire que, à moyen long terme, je vais me positionner comme expert aux yeux des personnes qui viennent de rejoindre mon réseau. Donc, en fait, je vais avoir une rentabilité, je vais avoir un ROI, mais je vais avoir un ROI qui est plus long-termiste. C'est un peu comme le référencement quand on est sur Google. Par contre, effectivement, si je veux avoir des retours directs, c'est-à-dire si je veux faire de l'outbound et je veux avoir des retours qui sont très rapides par rapport à une prise de contact, là, effectivement, comme tu le dis, j'ai intérêt à avoir des fichiers et des ciblages qui soient très précis parce que je vais me servir finalement des intent data pour venir contacter cette personne et cette personne-là va se dire, ah oui, en fait, lui, il vient pas me parler par hasard, il vient me parler parce que X ou Y et c'est un rapport avec une action ou en fait une information que je viens de donner. Et donc, forcément, là, ça va avoir beaucoup plus d'écho. OK, donc intent data, data d'intention, c'est pour, Marie-Laure qui, C'est ce que j'allais dire. voilà, qui a parfaitement raison parce qu'on part dans nos jargons là de spécialistes et parfois Ouais. c'est pas top. Autre question, allez, j'ai 2 autres questions, qui me turlupinent. Est-ce que, faire du multicanal, bon, on a beaucoup forcément parlé de LinkedIn. Est-ce que tu préconises aujourd'hui, malgré tout, de sortir aussi de LinkedIn et de faire du multicanal et si oui, comment? Alors, en fait, c'est une stratégie qui est globale, c'est-à-dire que c'est difficile de répondre à cette question de façon binaire. Il y a des clients pour lesquels, en fait, on va poursuivre uniquement des campagnes sur LinkedIn et ça va très bien fonctionner. Il y en a d'autres sur lesquels, effectivement, on va faire du multicanal, c'est-à-dire qu'on va d'abord adresser ces personnes-là sur LinkedIn et puis si on n'a pas de nouvelles d'eux sur LinkedIn, on va passer sur le canal email, etc. Ouais. Alors, moi, je pense que avant toute chose, en fait, cette prise de décision, elle se fait au regard de l'environnement global de l'entreprise. Si derrière, effectivement, on a une stratégie de contenu sur LinkedIn, alors focus sur LinkedIn parce que, effectivement, à partir du moment où on est fort sur cette partie-là, appuyons dessus. Si effectivement derrière, en fait, on n'a pas la volonté ou on n'a pas aujourd'hui de stratégie de post LinkedIn ou d'enrichissement, enfin en tout cas de publication, effectivement à ce moment-là, passons par les deux canaux, ça va nous permettre en fait tout simplement d'accroître nos chances de toucher la bonne personne, le bon destinataire. Mais encore une fois, je pense que ça dépend aussi beaucoup des cibles. C'est-à-dire que Chloé le disait en préambule de notre webinaire, il y a aujourd'hui des cibles, enfin en tout cas des secteurs d'activité qui sont un peu saturés sur LinkedIn. On sait que là, comme le marketing, effectivement, c'est des gens qui voient passer beaucoup de choses. Les DSI, les DRH, je pense que c'est des gens en fait qui sur LinkedIn sont difficiles parce qu'en fait, ils vont être moins sur le réseau et ainsi de suite et ainsi de suite. Par contre, il y a énormément de cibles de personnes qui ont des profils qui sont beaucoup moins sollicités sur LinkedIn et à partir du moment où on va les contacter, en fait, on a des reach qui sont beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire rich. On a des taux de des taux d'acceptation et des taux d'engagement sur ces gens-là qui sont plus intéressants. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. L'industrie, ça fonctionne très bien. Les indépendants, ça fonctionne très bien. Le retail, ça fonctionne très bien. Il y a encore beaucoup de secteurs où finalement, en fait, effectivement, les gens sont sur LinkedIn, ils sont pas sursollicités parce qu'ils sont pas dans le cœur de cible en fait des stratégies de contenu, etc. Et donc, en fait, ces gens-là, ils ont toujours des bons taux d'engagement. Et derrière, après, multicanal, ça peut aussi vouloir dire, à partir du moment, je peux très bien jouer sur deux tableaux. Ça veut dire qu'à partir du moment où je contacte une personne sur LinkedIn, je peux très bien être assez malin et me dire, OK, cette personne-là vient d'accepter mon invitation, a rejoint mon réseau. J'ai donc ma stratégie LinkedIn de contenu en fait qui va prendre le relais sur le réseau LinkedIn. Mais par contre, si je suis assez malin, je peux très bien passer sur le canal email pour continuer la discussion avec cette personne-là. Et en fait, on voit beaucoup ce modèle-là. Alors, c'est pareil, ça dépend un petit peu des secteurs, mais
Typiquement, dans le secteur du retail, ça fonctionne très bien. À partir du moment où il y a les premières prises de contact, est-ce que je peux me permettre de vous envoyer un catalogue par email, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose où finalement, effectivement, on n'est pas dupe, on est là effectivement derrière pour référencer nos produits et pour vendre quelque chose in fine. On n'est pas là tout de suite à dire je peux vous établir un devis, etc. Non, prenez contact avec moi, voici mon catalogue, je vous l'envoie par email. À la fois, la personne je vais réapparaître à ses yeux sur LinkedIn et puis à la fois, j'ai son email et je vais pouvoir continuer la discussion par ce biais-là. Donc ça, c'est des stratégies qui sont assez malines parce qu'en fait, on va jouer un peu sur les deux tableaux. Et en fait, c'est pas très compliqué. Ok. Ouais. Surtout quand on utilise des outils comme Magilid. Et en plus, on a la data qui est vraiment le juge de paix. Si on voit que ça fonctionne, on va pouvoir finalement accélérer. Et si on voit que ça fonctionne pas, on change, on devient agile et puis on teste de nouvelles choses. Allez, question sur parallèle à celle que j'avais posée à Chloé sur l'IA. Est-ce que l'IA peut nous aider justement dans la prospection et si oui, comment? Alors, moi, je pense que ça peut complètement nous aider. Bon, j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais c'est encore soumis à débat et ça Ouais, commence à c'est très faire. bien, très bien. Mais moi, je pense que l'IA peut être un très bon moyen de commencer. C'est-à-dire que c'est un bon moyen de nous mettre le pied à l'étrier quand on ne sait pas trop comment faire, quand on n'a jamais rédigé de message d'acquisition, de prospection, etc. Je pense que l'IA peut être d'une grande aide là-dessus. Maintenant, à partir du moment où on en a fait un petit peu et on comprend comment ça fonctionne, je pense que les humains sont encore meilleurs que l'IA. Je dis encore parce que peut-être que dans 3 ou 5 ans, ce ne sera plus le cas. Mais à l'heure actuelle, je trouve que l'IA, en fait, va nous donner un message ou en tout cas une stratégie qui est tout à fait louable, en fait, qui est tout à fait acceptable. Mais quand on a un peu pratiqué la chose, on comprend assez vite que c'est quand même une machine derrière qui l'a fait, que les phrases d'accroche sont un peu toujours similaires et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on commence dans cette activité-là ou qu'on n'a pas encore lancé nos campagnes, je pense que l'IA peut être un moyen d'aller beaucoup plus vite que si on est sur un papier et en fait, on va tester 4, 5 messages différents, etc. Mais par contre, à long terme, je pense qu'assez rapidement, quelqu'un qui l'a fait, il va se passer de l'IA parce qu'en fait, il va avoir des accroches dont l'IA n'a pas pensé qui vont être assez pertinentes. Ok, merci. Allez, on va conclure par une notion que je trouve assez intéressante, qui est pas nouvelle, mais qui est en train de devenir à la mode, c'est le dark social. Alors le dark social, alors là pour le coup, je ne sais pas vraiment comment le traduire, Marie-Laure, désolé, mais c'est finalement toutes les interactions qui ne sont pas mesurables. Alors on fait une publication, on voit qu'on peut mesurer le nombre de vues, le nombre de commentaires, voire même si on a un lien dans la publication, de traquer le nombre de personnes qui ont cliqué sur ce commentaire. Le dark social, ça se passe finalement en message privé, donc c'est des petites conversations qu'on peut avoir comme dans la vraie vie finalement. Je rencontre quelqu'un sur un salon, je vais discuter avec cette personne. Là, c'est un peu pareil sur les messages privés, notamment sur les messages privés sur LinkedIn. Donc, c'est des conversations qui sont généralement très positives dans un parcours d'achat, dans un acte de vente, parce que si on n'arrive pas à discuter avec ses clients, c'est déjà mal barré. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez de ce dark social. Est-ce que vous avez des pratiques finalement pour le travailler, et puis malgré tout, est-ce qu'on arrive plus ou moins à traquer les résultats sur ces ventes, sur ces performances? C'est clairement tout ce qui passe sous les radars de «contrôle» entre guillemets. Alors, peut-être que je vais te laisser la parole Nicolas sur la partie, technique et puis te donner ton avis et puis moi je donnerai le mien du coup plus sur la partie, com. Oui, en fait, c'est tout ce que moi j'appelle les retours indirects. Donc, très souvent, en fait, on a des clients qui nous disent, et on ne le sait pas au premier abord, qui vont nous dire: «Ah bah oui, il y a une personne qui m'a rappelé ou qui m'a laissé un message parce qu'elle a vu mon post d'il y a 2 semaines qui est remonté, il y a un de ses collègues qui a commenté, je ne sais trop quoi». Et en fait, tout ça, effectivement, c'est des interactions non mesurables en fait, qui vont remonter au fil de l'eau. Et donc, par définition, c'est assez compliqué de réussir finalement à mesurer les choses et à en avoir un retour un peu net. Alors, moi, je pense que la meilleure façon d'entretenir ça, c'est de ne jamais arrêter en fait les campagnes ou notre stratégie de contenu, etc. Parce qu'en fait, très souvent, on se dit ah bah ouais, mais là c'est les vacances, peut-être que c'est moins pertinent que je le fasse pendant cette période-là, ça va pas être vu. Oui, mais en fait, si comment dire, on arrête notre stratégie à un moment, tout cet effet-là qui est non mesurable, en fait, on va plus le voir passer. Et je trouve ça assez dommage. Donc, je pense que la meilleure façon d'entretenir tous ces retours indirects, et il y en a à peu près, il y en a très souvent finalement Il y a un sur les bon campagnes. ratio, hein, ouais. Ouais, il y a un bon ratio exactement, mais on ne sait pas forcément que ça vient des campagnes. C'est ça aussi la difficulté. Eh oui. Je pense que la meilleure façon d'entretenir ça, en fait, c'est d'être dans une stratégie de continuité
et se dire, bah, en fait, plus je continue mes stratégies, plus j'ai de chances qu'effectivement, il y a un moment, il y a quelqu'un qui réagisse à un post que j'ai fait il y a 3 mois, une invitation que j'ai envoyée il y a 2 semaines, etc., etc. OK, Ouais, merci. tout à fait. Je pense qu'il faut pas, et c'est très frustrant, je le conçois, mais il faut pas attendre un ROI hyper, direct, hyper concret parce qu'en fait, bah, on pourra pas le mesurer et c'est très difficile d'ailleurs, de du coup, donner de la valeur à quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est là tout l'enjeu. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai une anecdote, qui m'a frappée. À ce sujet, j'ai, un consultant qui avait créé un contenu pour un de nos clients, sur la base de nos KPIs, mesurables que nous on voyait, le post avait pas forcément bien marché. Bon, il vivotait mais sans plus. Et donc du coup, mon consultant, quand il est allé en rendez-vous avec le client, il lui a dit: «Bah, écoutez, je suis désolé, voilà, ça a fait un peu un flop et cetera». Donc on aurait pu, de prime abord, se dire que c'était un flop et le client, heureusement qu'il a eu, entre guillemets, «la présence d'esprit» de se souvenir que parce qu'il y a aussi ça, si le client nous l'avait pas dit, bah, ce serait resté dans le dark social, on l'aurait jamais su. Mais le client nous a dit: «Mais vous plaisantez, c'était un post, une communication sur, l'horlogerie» et il avait eu, un appel, d'un prospect qui lui avait dit: «J'ai vu votre post, sur, l'horlogerie, je suis horloger, à Monaco et donc du coup, ça m'a vachement parlé, je vois que vous vous y connaissiez, il faut qu'on parle ensemble» et ça lui a généré une opportunité business. Typiquement, cette personne, elle avait ni commenté, ni liké le post. À partir de là, nous, on l'a jamais vu et notre client non plus. Donc s'il s'était arrêté à nous, évaluer sur, les éléments, qu'on voit, bah, il nous aurait dit: «Ce que vous faites, ça marche pas». Voilà, donc c'est tout ça pour dire que ça illustre parfaitement, tous les retours non identifiables et que comme l'a très justement dit Nicolas, alors c'est peut-être, frustrant, mais il ne faut pas s'attendre à avoir, un ROI hyper précis, facile à identifier. Ça fait partie d'un ensemble, d'une stratégie qu'on met en place et c'est dans cet ensemble qu'il y aura forcément, des éléments, positifs, mais voilà. Donc ça fait une super conclusion. On en revient finalement à la dimension sociale du média, hein. Donc c'est Exactement. des interactions humaines et forcément ces interactions sont difficilement, mesurables et j'ai presque envie de rajouter que les gens entre guillemets «normaux», hein, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des gros, gros, gros créateurs sur LinkedIn, bah, ils ont souvent tendance à être finalement assez passifs, à lire de l'information sans avoir véritablement d'engagement, hein, ni like, ni Tout à fait, commentaire. Mais au final, ces informations leur servent dans un parcours d'achat et quand ils sont mûrs, bah, tout boum, à fait. j'appelle Chloé, boum, j'appelle Nicolas, et je me renseigne sur, vos, prestations, respectives et ça peut venir, ça peut être enclenché et entretenu, via ce fameux dark, social. Allez, on va quand même répondre à Marie-Laure, concernant les sondages. Est-ce une bonne pratique et comment récupérer les emails des sondages? Alors, est-ce Sur que c'est une bonne pratique? Nicolas, je te laisserai répondre si on peut récupérer les emails. Est-ce que c'est une bonne pratique? Oui, c'est une super bonne pratique. Pourquoi? Parce que ça force l'engagement. C'est-à-dire que, la personne qui lit, on lui pose une question et en plus, on lui demande pas de répondre en commentaire qui demande un effort ou peut-être que la personne va pas savoir comment s'exprimer et du coup va pas répondre. Elle n'a plus qu'à cliquer, donc on lui facilite son engagement. Donc oui, évidemment, les sondages, faut pas en abuser. Mais de temps en temps, c'est une super pratique en termes d'engagement et de communication. super, merci. Et pour récupérer les emails, je pense que faut réussir à avoir. Alors, ça, en fait, ça sera pas du premier abord et ça sera pas naturel. Les gens vont pas laisser leur email, sauf si on les fait basculer sur un formulaire. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre des sondages sur LinkedIn. Sur LinkedIn, en fait, il faut réussir à trouver un petit Avec du artefact. scrapping? Avec du scrapping, ça doit être faisable. En fait, c'est Ça faisable, doit en être fait, faisable, pendant que ouais. j'y pense, parce que je crois qu'on voit, hein, ceux qui interagissent, enfin, c'est même sûr. Donc en fait, bah, on te donne les noms, prénoms et toi tu scrapes. Ça, c'est faisable. C'est de la semi-automatisation. La réponse, Exactement. c'est voilà, il faut être capable de donner la liste, donc nom, prénom des personnes, mais on le voit et à partir de là, Nicolas peut tout scraper, récupérer. Ça, on peut le faire. Sinon, exactement, ça, on peut le faire complètement. Et sinon, il y a alors une stratégie, mais qui est beaucoup plus manuelle, qui consiste à recontacter la personne en lui disant, bah voilà, les résultats du sondage ont été consolidés. Je peux vous les envoyer par mail si vous souhaitez. C'est entre guillemets plus soft comme approche, mais probablement moins efficace. Mmh.
OK, super. Bah, écoutez, merci, à vous 2. Moi, je me suis régalé, hein, j'ai appris plein de choses. J'espère que, bah, tout le monde, a apprécié. Donc n'hésitez pas, bah, tout simplement à commenter, à nous donner une petite note, hein, de 1 à 5. 5 vous avez apprécié, 1 c'était nul, Oh il là faut là, qu'on je revoie ferme le chat. votre copie et puis, bah, personnellement, j'espère qu'on se reverra pour aborder d'autres sujets autour de la prospection et de LinkedIn. Donc merci à vous 2 et merci à tout le monde. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, merci Merci, à tous les deux. Merci Stéphane d'avoir fait à bientôt. l'animation et merci à tous Je me pour suis votre régalé. présence. Eh ben, nous Parfait. aussi. Super, Merci beaucoup. Passez une merci, bonne à journée. bientôt. Bonne journée. Bye bye. Au revoir, bonne journée.